Bonjour à tous, donc je suis Jean-Michel Paillon, vice-président effectivement chez Ledger, qui est une entreprise de sécurité pour les crypto-monnaies. Et je vais avoir plaisir effectivement d'appeler donc les différents intervenants de notre table ronde. Donc je vais me permettre d'appeler Nassira. Nassira, que je vais effectivement présenter rapidement. Donc vous êtes docteur en informatique, vous êtes experte en cybersécurité. Vous allez expliquer votre parcours que vous avez pu avoir par le passé. Vous êtes président également fondatrice du cercle féminin des experts de la cybersécurité. Alors, bienvenue Nassira. Ensuite, on a Bernard Barbier, qui est ancien responsable technique, comme on dit, ou CTO pour les anglophiles, de la DGSE. Voilà, j'ai eu une hésitation. Donc la sécurité extérieure, pardon. Et vous avez surtout un parcours aussi très important dans les ministères, mais également dans le privé, avec des grands cabinets de conseil. Vous avez été responsable de toute la dimension cybersécurité. Et on a comme dernier intervenant Rand Indy, qui est l'ancien cofondateur de Snips, une entreprise très connue de l'écosystème tech français, et qui a lancé il y a un an une autre start-up qui s'appelle Zama et qui est sur l'encryption homomorphique. Alors, c'est deux mots compliqués, mais on va essayer de vous les expliquer dans quelques instants. Voilà, et donc chacun a son petit micro. On a effectivement 40 minutes qui vont démarrer dans très peu de temps. On a effectivement un sujet qui est très intéressant, très varié. Donc on va essayer de tenir effectivement, de vous laisser un peu le temps de vous approprier les sujets. Donc on va laisser un peu le temps. On avait une discussion avec Nassira il y a quelques instants sur la durée des sessions. On va essayer de vous laisser 5-7 minutes sur chaque sujet pour vous quand même laisser le temps de vous imprégner. Et on est très content d'être avec vous aujourd'hui dans les conditions qu'on connaît de complexité de la salle, etc. Mais on est très heureux de vous avoir avec nous. Donc, je vais peut-être commencer, si vous me permettez, par à chacun vous lancer sur un premier sujet et aussi peut-être éventuellement compléter la présentation que j'ai faite si vous le souhaitez. Et donc, l'état actuel de la menace cyber. Et je vais demander à Bernard, si tu es d'accord, de nous présenter un petit peu l'état actuel de la menace cyber. Bonjour à tous. Vous m'entendez ou pas? Oui. Donc, je vais vous faire en 5 minutes l'état de la menace cyber. Je pense que il y a les assises de la cybersécurité à Monaco en ce moment. Je pense que mon ami Guillaume Poupard en a parlé. Je dirais que la situation est absolument catastrophique. On a un Covid qui existe depuis 20 ans, qu'on n'arrive pas à éliminer et qui s'aggrave en fait. Alors, est-ce que le Covid, on le maîtrise ou pas? Je ne sais pas. J'ai écouté mon président hier. Là, la cyber, je n'ai pas l'impression qu'on la maîtrise. Alors moi, j'ai eu la chance de vivre les deux côtés, c'est-à-dire un côté un peu offensif pendant 15 ans. J'ai fait beaucoup de cryptologie. J'étais responsable de crypto dans cette auguste maison. Et puis après, j'ai eu la chance de vivre pendant 6 ans chez Capgemini pour m'occuper de la cybersécurité du groupe Capgemini et puis des clients. Et donc j'ai vécu en interne et en externe toutes les grandes crises qui sont passées, quasiment en direct, WannaCry, NotPetya, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on voit avec le confinement, tout s'est aggravé. Et donc si on regarde, en gros, le coût, alors il y a Thales qui a sorti récemment un document qui est pas mal. En gros, le coût, c'est, je dirais globalement, c'est 5200 milliards de dollars par an, donc de coûts pour l'industrie mondiale. Là-dedans, il y a à peu près 1500 milliards qui sont quasiment de l'argent du cash, c'est-à-dire c'est les ransomware et autres. Et puis le reste, en fait, finalement, que tout le monde ignore un peu, mais il y a 3 fois plus finalement de pertes de valeur par du vol de propriété intellectuelle que par de l'argent estorqué, quoi. Donc on voit que c'est énorme, en fait. En même temps, les méchants, ils s'organisent, ce que j'appelle les cybermafias, ils s'organisent, ils ont des réseaux constitués qui, en plus, eux, finalement, ils n'ont pas de problème de loi, donc ils ont mis en place des réseaux d'experts, voilà. Donc et c'est un Far West total. Le coût de la cyber pour un méchant est très rentable, c'est un facteur 10 à peu près. Bon, pour une industrielle, c'est pas mal. Et puis, la menace devient très très sophistiquée. Maintenant, on parle de ransomware as a service, donc de malware as a service. Donc, il y a des gens, je vais me permettre de citer parce que donc il y a un pays qui a besoin d'argent qui s'appelle l'Iran, qui a des très bons experts dans l'université. Et ben, ils ont
ces experts, finalement, font eux, ils sont à l'origine des techniques, je dirais, des malwares. Ils sont à l'origine technique, je dirais, des exploits, ce que j'appelle des exploits. Et après, ils vendent tout ça, clé en main, à des mafieux plutôt ukrainiens, russo-ukrainiens, je ne sais pas quoi. Et pour une entreprise moyenne, c'est entre 500 000 et 1 million de dollars, je dirais, la clé. Là, c'est pour casser. Après, ils demandent. Donc, voilà. Donc, il y a un système qui s'est organisé, qui est terrible, et en sachant que le risque est très faible, hein, puisque ça représente 2 à 3 fois la drogue. Et le risque est très faible, puisqu'il y a très, très peu d'actions internationales. Hein. Chaque pays, par exemple, si vous demandez à la Chine déjà, si vous demandez d'identifier une adresse IP, c'est non. Et si vous voulez en plus extrader quelqu'un, c'est non. Donc, et même Israël fait pareil, hein, je veux dire. Hein. Donc, tous ces mafieux sont quasiment tranquilles chez eux, et c'est très rentable. L'ANSSI a constaté depuis le début, depuis le mois de mars, un doublement des attaques. C'est les attaques qu'ils traitent. Hein. Et donc on voit qu'avec le confinement, le télétravail, c'est la catastrophe en fait. Le vol de propriété intellectuelle, c'est 3 fois. Hein, malheureusement, c'est quelque chose de très doux. Les entreprises finalement ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne savent même pas qu'ils ont de l'information volée. Hein. Souvent, si le hacker est très bon, il ne laisse pas de traces. Mais ça peut être catastrophique pour une entreprise 1 ou 2 ans après. Ils voient, il y a un concurrent arrivé. Ce qui est très grave, c'est qu'il y a des États pyromanes. C'est-à-dire qu'il y a des États qui jouent. M. Poutine l'a dit clairement, hein, c'est à la télé d'ailleurs. Il a dit ce sont des citoyens, ce sont des patriotes. Donc il y a des États hein, qui jouent avec ces mafieux. Et on est dans. Alors moi, j'ai écrit il y a 6 mois un papier dans Le Monde qui s'appelle Cybercoercition avec l'amiral Guillot, qui est l'ex-SEMA, puis Jean-Louis Gergorin, qui est un des créateurs de l'ADS. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, cette maîtrise du numérique, ce risque du numérique non maîtrisé, mais je dirais, c'est peut-être pas le bon mot, il est énorme pour les États. Hein, il y a les fake news, il y a tout en fait. Il n'y a pas rien que les attaques cyber, il y a tout un ensemble qui fait que les États, un État comme la France, peut subir finalement un ensemble d'attaques qui sont des implants dans des systèmes d'un OIV. Hein, donc c'est un malware prêt à agir. Mais ça peut être des fake news, voilà, des intrusions sur des messageries, et puis ça peut être des attaques massives hein, sur le CHU de Rouen, etc., etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle la cybercoercition, c'est-à-dire qu'on agit sur un pays de toutes les façons possibles pour l'affaiblir. Et ça, nous, on estime que c'est un des dangers majeurs du futur. La menace, malheureusement, elle augmente, parce que la 5G va amener sur le net des milliards d'objets qui vont être interconnectés. Dans quel niveau de sécurité? Je pense que ça sera catastrophique parce que les gens veulent gagner tout de suite de l'argent. Voilà, donc il y a des failles majeures qui sont pour moi un crime. Récemment, Zero Logon, je veux dire, quand vous voyez la faille majeure Eternal Blue de Microsoft qui a coûté des milliards et des milliards, est-ce qu'on doit à un moment donné, est-ce que c'est normal que Microsoft, Citrix récemment, ce qu'a fait Citrix, pour moi, est absolument scandaleux. Ils ont une faille majeure, ils ont mis 4 mois à la fermer. Pendant ce temps-là, il y a des milliers et des milliers de machines qui ont été hackées. Alors après, est-ce que c'est vrai ou pas? Mais le premier mort dû à la cyber, c'est un patient dans un hôpital allemand dont le système Citrix a été mis à genoux. Voilà. Donc, moi, je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un devoir de résultat pour ces industriels? Voilà, quand vous avez WannaCry, NotPetya qui coûte peut-être 10 milliards aux industriels, est-ce que Microsoft ne devrait pas rembourser? Voilà. À un moment donné, il faut qu'on arrête la catastrophe. Voilà, donc voilà, je suis dans un état... parce qu'en fait, donc moi, je vois évoluer les choses. À peu près, j'ai commencé en 90 dans le domaine. Bon, on parle de la cryptologie. À cette époque-là, c'était la crypto. Hein. Mais... à partir des années 2000, on a alerté nos pouvoirs publics. Hein, donc il y a eu des réactions, création de l'ANSSI, la LPM, etc. Donc la France a bien réagi, mais les industriels... Moi, actuellement, j'interviens comme consultant auprès de grandes entreprises pour aider les RSSI, etc. Je suis quand même effaré de l'état des lieux, hein, de grandes entreprises. Alors je comprends que c'est lié à une legacy qui est très compliquée. Les entreprises font en permanence des achats-reventes. Donc elles intègrent dans le récit des morceaux qui ne sont pas sécurisés, donc qui affaiblissent tout l'ensemble.
Mais est-ce qu'on peut continuer? Moi, je ne crois pas. Hein. Alors, les fintech, je vais en parler, parce que alors là, c'est absolument catastrophique. Merci pour la transition parfaite, parce qu'en fait, j'allais vous poser la question, parce que là, on est sur une Ah. industrie extraordinaire, et là, on est... Voilà. Alors là, moi, je ne connais pas, hein, je n'ai pas regardé, mais je regarde ce qui est publié, les laboratoires de recherche, qu'est-ce qu'ils publient. Alors d'abord, ce qu'on voit, c'est que pourquoi le risque est majeur? D'abord, c'est lié au succès des fintech. Donc les fintech, en fait, 82% des institutions, plus de 80% des institutions financières intègrent des fintech dans leurs produits, dans leurs offres. Et en fait, cette extension très rapide fait que finalement, cette nouvelle technologie est utilisée par des béotiens. Finalement, vous mettez dans la main des choses complexes à des gens qui ne comprennent pas grand-chose. Et donc, ce qui fait que le nombre de possibilités d'attaque est très grand, hein, le phishing, mais ce qui est pire, c'est ce qu'on appelle le spear phishing. Hein, c'est-à-dire, c'est du phishing qui est lié, c'est pas un email comme ça banal que vous recevez, c'est parce que dans un process finalement par exemple de création d'un compte bancaire, on vous attaque à un endroit donné. C'est vraiment une attaque liée au process métier. Et donc les hackers regardent de très près finalement quels sont les process opérés par les fintech et ils vont attaquer l'utilisateur final à bon endroit. Donc ça, c'est le danger finalement de mettre en place des produits utilisant la fintech sans former les utilisateurs de façon correcte et sans les avertir des dangers. Donc pour moi, les fintechs sont devenus les médiateurs techniques entre les banques, les institutions financières et le grand public. Donc vous mettez dans les mains du grand public un outil compliqué et possible avec des risques importants. Alors ces technologies, clairement, reposent sur la confiance. Alors moi j'ai un slogan que j'ai créé quand je suis arrivé chez Capgemini, c'est Be secure, be trusted, win more. C'est-à-dire, voilà. Première chose, c'est d'être sécurisé. Ensuite, finalement, votre client, vous lui donnez confiance et finalement, dans un délai de 3-4 ans, vous gagnez plus d'argent. Vous faites finalement plus de... Parce que votre client, il a besoin d'avoir cette confiance. Alors mon ami Arwa Biré, qui est là, a écrit un papier très intéressant. Donc on a bossé ensemble chez Capgemini. Voilà, puis c'est vraiment une femme exceptionnelle qui s'est lancée dans la création d'entreprises. Elle a écrit une analyse sur les startups technologiques. Et elle a dit, voilà, elles font 10 erreurs systématiquement. On fera de la cybersécurité quand on sera en production. Alors ça, c'est une erreur absolue. Spécifiquement pour les early stage, donc les boîtes qui finalement n'ont pas de clients, ils disent pourquoi faire de la cyber? Parce que comme je n'ai pas de clients, je la fais pourquoi? Mais quand il y a des clients, il est trop tard. Alors, une erreur fondamentale, c'est de dire je suis hébergé parce que je suis sur un hébergeur cloud de sécurisé. Ok, bah oui, mais lui, si vous faites rien, si vous ne protégez pas vos comptes, c'est la catastrophe. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes dans du cloud soi-disant sécurisé que vous êtes protégé. Alors, on est trop petit pour les hackers, ça c'est faux, parce que finalement, le hacker, à un moment donné, il peut vous voler la propriété intellectuelle. Voilà. Donc, il y a plein de choses comme ça qui arrivent. Et quand vous faites des levées de fonds, finalement, ce que je trouve qui est quand même... on en parlera après, mais finalement, les investisseurs, ils n'ont aucune exigence sur la cybersécurité. Donc, les startups disent, c'est pas la peine, puisqu'on ne me demande rien. Donc, pourquoi je ferais alors qu'on ne me demande rien? Le coût de vol de la propriété intellectuelle, c'est estimé à 2000 à 3000 milliards par an, mondialement. Alors, c'est de l'argent virtuel, mais c'est voilà. Techniquement, on voit qu'il y a deux évolutions. Il y a ce qu'on appelle Secure by Design, donc et puis il y a des nouvelles technologies qui apparaissent, DevSecOps, etc. Donc je pense que c'est fondamental que les startups, en particulier dans les fintech, mettent en place finalement ces technologies pour développer en sécurité, ce qu'on appelle DevSecOps, et pour respecter finalement ce qu'on appelle l'OWASP 10. Donc finalement, c'est les 10 risques majeurs ou failles majeures dans des systèmes. Il faut savoir que 50% des startups PME sont touchées par des incidents cyber. Donc alors on n'entend pas beaucoup parler parce que ça ne fait pas la une des journaux, mais 60% de ces entreprises touchées par une attaque cyber font faillite l'année d'après. Moi, j'ai eu à intervenir, donc je connais pas mal les gendarmes qui s'occupent de cyber, et
me dit c'est la catastrophe. Il y a des PME qui se font crypter finalement, ransomware, ils ont crypté, chiffré, pardon pas crypté, chiffré quasiment tous leurs fichiers clients. Ils ne savent même plus facturer les clients. Et, voilà. Et leur système est complètement bloqué, donc ils mettent les clés sous la porte. Donc pour moi, je pense que dans ce domaine des technologies qui a trait à la finance, c'est absolument fondamental qu'il y ait il faut qu'il y ait une rupture dans les têtes des gens. Voilà, sinon, on va vers la catastrophe parce que vous manipulez de l'argent. Et par exemple, sur l'analyse de risque, la France a mis au point des méthodes d'analyse de risque, et BioCRM, qui est une superbe méthode d'analyse, mais très peu de gens l'utilisent, et surtout dans des startups, alors que c'est fondamental. Est-ce que vous êtes une startup, vous développez un outil fintech, est-ce que vous avez fait une analyse de risque? Non, ils ne savent même pas ce que c'est. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup Bernard. Effectivement, donc je retiens deux choses qui sont un manque de connaissance des sujets de la part des entrepreneurs fintech et des investisseurs. Et par contre, un potentiel effectivement très important d'amélioration pour les fintechs. Je pense que c'est peut-être la conclusion. Et on va d'ailleurs passer, parce qu'on a parlé de technologie, on a parlé de cybersécurité. Et il y a un des éléments qui est assez porteur aujourd'hui, comme on le sait tous, c'est l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, c'est très bien, mais quels sont les risques en fait cyber liés à l'intelligence artificielle? Et donc là, c'est Nassira qui est experte sur le sujet, qui va pouvoir nous en parler. Oui, en fait, j'aimerais déjà revenir sur ce que vous avez dit. Oui, pardon. Oui, c'est mieux. Justement, je suis RSSI pendant 4 ans. J'ai eu à gérer 5 crises cyber. Donc, je viens de l'opérationnel. Ce que je vais dire va appuyer certainement ce que vous avez dit. C'est que ce soit des grandes entreprises ou des petites structures, ou des fintechs d'ailleurs, c'est une vraie catastrophe. C'est une vraie catastrophe pour voir ce que ces entreprises, c'est carrément des grandes structures et des structures françaises ou pas, qui ont été victimes d'attaques, soit du phishing, à partir d'un phishing, à partir de scénarios. Et quand on revient, quand on fait le rétex avec ces entreprises, on voit qu'il y a pas mal d'attaques qui auraient pu être évitées. Au-delà du fait qu'on va avoir la double authentification, par exemple, pour accès à Office 365, toutes les vulnérabilités Windows, les vulnérabilités sur Citrix notamment, donc tout ça c'est de l'opérationnel, c'est du vécu. En face, on a aussi un déni aussi de la part des dirigeants qui se disent ça ne peut pas m'arriver. On leur dit ça n'arrive pas qu'aux autres. Alors est-ce que vous préférez payer un ransomware et payer la CNIL en cas d'RGPD, ou est-ce que vous préférez mettre en place ce qu'il faut pour justement éviter que ça se reproduise? Et donc c'est vrai que aujourd'hui, je partage votre avis, on est dans une situation alarmante et carrément les crises que j'ai eu à gérer me laissent carrément pas du tout optimiste, pessimiste d'une part, et d'autre part, on ne sait pas comment on va s'en sortir. C'est ça, on est en situation d'échec aujourd'hui et il faut vraiment faire différemment. Et on verra peut-être un tout petit peu plus tard, s'il nous reste un peu de temps, pour justement discuter des solutions qu'on pourrait mettre en place pour permettre aux fintech et aux entreprises de manière générale en France de régler ces problèmes. Alors l'intelligence artificielle apporte énormément déjà aussi bien au niveau de la prévention, de la détection et de la réponse. On va trouver l'intelligence artificielle, notamment le deep learning, l'apprentissage du comportement, notamment sur les outils cyber, que ce soit des firewalls, que ce soit les antivirus, que ce soit l'EDR. Donc tous ces outils-là, aussi bien sur le poste de travail, au niveau du réseau, ou bien au niveau des sauvegardes ailleurs, vont apporter de ce qu'on appelle de l'analyse comportementale. L'analyse comportementale dans la mesure où il y a énormément de sources de données qui vont arriver au niveau de l'intelligence artificielle, qui seront analysées, qui seront, on va dire, modélisées de façon à ce qu'on puisse reconnaître par la suite des comportements anormaux. Donc on fait ce qu'on appelle de l'analyse comportementale. À titre d'exemple, j'ai un administrateur qui se connecte de 9h à 18h tous les jours. Il se connecte un jour à 21h. Est-ce qu'il est d'astreinte ou est-ce que c'est un acte malveillant? Donc il y a ça porte énormément sur plusieurs axes. Et récemment aussi sur tout ce qui est CTI, Cyber Threat Intelligence, ou bien la CTI, c'est les techniques de renseignement pour
la cybersécurité. Donc là, ça va alimenter les SOC, ça va alimenter aussi les CERT. Il y a une alimentation très très intéressante parce qu'il y a de grandes sources de données. Le paradoxe, les attaquants aussi vont utiliser ces capacités de l'intelligence artificielle. Ils vont pareil aussi au niveau du phishing et du split phishing, ils vont être hyper actifs, ils vont utiliser ces outils et ces algorithmes, parce qu'il faut savoir aussi que l'algorithmique, elle est à leur portée aussi. Aujourd'hui, vous pouvez acheter ce que vous voulez dans le dark web en matière d'outils d'attaque ou en matière de ransomware. Donc aujourd'hui, malheureusement ou paradoxalement, ils vont très très vite. On a bien vu sur les bitcoins, par exemple, ils ont été plus rapides que les entreprises et les banques et tout le reste. Donc tous ces outils technologiques qui sont innovateurs profitent en premier aux cyberattaquants, aux cybercriminels, parce qu'ils vont mettre les moyens pour le faire. Ce que M. Barbier a bien expliqué. Il y a quelque part aussi ces outils que nous, on va utiliser pour savoir comment prédire une attaque, comment arrêter une attaque, quel est le scénario de l'attaque à partir de plusieurs informations. Les attaquants aussi vont utiliser les mêmes algorithmes et les mêmes, on va dire, le même raisonnement pour mieux cibler, pour mieux attaquer, pour que le phishing... Rappelez-vous, rien que les messages de phishing d'il y a quelques années, il y avait beaucoup de fautes. Aujourd'hui, ils sont tellement bien faits. Il y avait des fautes d'orthographe, mais aujourd'hui, ils sont tellement bien faits et tellement ciblés, ils sont générés par des algorithmes d'intelligence artificielle hyper bien faits, parce qu'en quand même, il faut savoir que dans la CTI, toutes les informations qu'on peut avoir sur une personne comme nous, en CTI, on va essayer d'avoir sur la menace, l'état de la menace. C'est pareil, les attaquants aussi vont utiliser ces outils-là pour cibler et affiner et que leurs attaques réussissent. Donc oui, malheureusement, l'intelligence artificielle va nous aider à prédire et à stopper les attaques, mais en face aussi, les attaquants, ils sont là pour l'utiliser pour réussir leurs attaques. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. La situation, elle est plus que critique en matière, on ne le dit pas assez, mais rien que l'actualité, elle est très très riche tous les jours, aussi bien des grands groupes, des petits groupes. Et pareil, pour les PME, PMI, moi, si je veux attaquer un grand groupe, je vais chercher l'écosystème. Donc, tous les partenaires avec qui ils travaillent, je rentre par là. Au lieu de rentrer en direct, je trouve la faille pour rentrer. Et la faille, elle est dans toutes ces PME, PMI ou petites structures qui mettent pas, c'est pas qu'ils mettent pas les moyens, mais qui se disent ça ne m'arrive pas, et quel est mon business pour qu'on m'attaque là-dessus. C'est ce que vous avez expliqué très très bien. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a une vigilance à prendre de l'ensemble des acteurs de l'économie. Donc effectivement, l'intelligence artificielle, c'est à la fois un moyen, mais c'est aussi une menace. Du coup, c'est un peu le gendarme et les voleurs avec les outils que chacun se donne en termes d'investissement. Et alors, maintenant, en parlant de moyens justement autour de la cyber, donc maintenant, je me tourne vers Rand. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que je suis obligé de relire pour bien savoir ce que je dis, d'encryption homomorphique. Et puis, est-ce que tu peux nous parler de Zama aussi, chiffrement, pardon. C'est pas le mot encryption. Encryption, c'est le terme anglais, c'est parce que c'est anglais. Ouais. Alors, comment on dit en français correctement? Et est-ce que tu peux me parler chiffrement homomorphique, d'accord. Et est-ce que tu peux, s'il te plaît, aussi nous parler un petit peu donc, de ce que fait Zama, puisque c'est ce que vous faites aujourd'hui? D'accord. Alors, bonjour. Donc, moi, je m'intéresse à un sujet depuis une dizaine d'années qui est la protection des données personnelles. Donc, le champ de la cyber, il est quand même très large, mais à l'intérieur en fait, des risques qu'on voit, il y a tout ce qui touche en fait, à l'exploitation, la mauvaise utilisation, le vol de données en fait, qu'on donne aux entreprises quand on utilise leurs services. Donc moi, j'ai un but qui est extrêmement simple, c'est que l'intégralité de tout ce qu'on fasse sur Internet, sans exception, soit chiffré de bout en bout. C'est-à-dire que personne n'ait accès à nos données à aucun moment, à part nous-mêmes. Et donc ça implique qu'on soit capable non seulement de transmettre les données chiffrées, mais aussi d'en faire quelque chose sans avoir besoin de les déchiffrer. Parce que si j'envoie de la donnée dans le cloud et que côté cloud, ils doivent la déchiffrer pour m'offrir un service, finalement, on est deux à avoir accès et ça ne marche pas. C'est là qu'intervient en fait le chiffrement homomorphe. C'est une technique incroyable qui permet de manipuler les données sans avoir besoin de les déchiffrer. C'est-à-dire qu'on est capable d'offrir un service sans jamais avoir accès aux données directement. On fait tout complètement à l'aveugle. Donc je sais que ça paraît un petit peu de la magie noire,
Mais en fait, mathématiquement, ça marche. Le seul souci, c'est que pendant 40 ans où les gens essayaient de trouver des méthodes efficaces, ils n'arrivaient pas à le faire marcher suffisamment rapidement pour qu'on puisse s'en servir en pratique. Donc on parlait de temps de réponse qui était 1 million de fois plus lent que de faire la même chose, mais sans chiffrement. Donc aujourd'hui, on a des nouvelles techniques de chiffrement homomorphe qui sont beaucoup plus rapides et qui permettent pour la première fois d'utiliser ce genre de chiffrement dans l'intelligence artificielle, dans les bases de données. Donc c'est qu'une question de 5 à 10 ans avant que l'intégralité de ce qu'on fait sur Internet devienne chiffré de bout en bout et qu'on n'ait plus besoin de se poser la question. Et donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'à partir du moment où les données sont chiffrées de bout en bout, il n'y a plus de problème de vol de données parce que quelqu'un qui irait voler une base de données dans une entreprise, finalement, n'aurait qu'une base de données chiffrée, n'aurait pas la clé pour la déchiffrer parce que c'est chaque utilisateur qui conserve sa propre clé de déchiffrement. Donc il n'y aurait rien finalement à exploiter, il n'y a pas de valeur en fait dans des données chiffrées. Les gouvernements étrangers qui voudraient faire de la surveillance n'auraient pas accès aux données non plus. Donc là, il y avait le cas, par exemple, avec le Health Data Hub et la CNIL qui a dit qu'on ne pouvait pas utiliser la plateforme de Microsoft parce que le Cloud Act américain donne le droit au gouvernement américain d'accéder aux données quand bien même elles seraient hébergées en France. En fait, si elles sont chiffrées en permanence et que Microsoft n'a pas la clé, on n'en a strictement rien à faire. Donc c'est assez intéressant en fait ce que ça permet de faire, c'est que ça permet d'empêcher la surveillance étrangère, ça permet d'empêcher les vols de données, ça garantit le privacy by design. Et donc ça me paraît relativement évident que l'évolution naturelle des protocoles Internet, qui sont allés de ne rien chiffrer à chiffrer les données en transit, seront maintenant du chiffrement de bout en bout. Donc ça, on va y arriver de toute façon. Il y a des pays qui essayent d'interdire le chiffrement de bout en bout, mais c'est globalement, enfin, c'est un débat qui existe. Mais là-dessus, justement, si je peux me permettre de te couper, mais il y a eu donc une annonce il y a quelques jours là-dessus sur le. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Il faut peut-être Bernard, je ne sais pas, sur il y a plusieurs États qui se sont engagés, enfin qui veulent empêcher le chiffrement de bout en bout. Il y a eu récemment un accord entre certains pays qui, je dirais, poussé, tiré par les Américains, les Britanniques, qui demandent à ce que, aux sociétés qui fournissent ce type de service de réfléchir à la sécurité des États. Et donc, ils leur demandent, dans du chiffrement de bout en bout, en gros, alors je ne dirais pas de mettre une backdoor, mais de rendre accessibles les données claires au service de sécurité de ces pays. Mais soyons clairs, hein, ça c'est... Moi qui étais de l'autre côté, hein, j'ai la conviction, mais pas que moi, je sais que Guillaume Poupard est plus ou moins comme moi, c'est que pour moi ça serait une erreur stratégique de faire ça. Parce que d'abord, vous entraînez un manque de confiance, et puis il ne faut pas se faire d'illusions. À chaque fois qu'on l'a fait, ça s'est retourné contre nous. Parce que cette backdoor, il y a des gens extrêmement intelligents qui vont la contourner, mais qui vont la détecter, la contourner. Donc, faut pas, voilà. Moi, bien que j'ai été quand même 15 ans dans les agences de sécurité, mais bon, j'ai dirigé la crypto, je connais bien ce que c'est que la cryptologie, la crypto-homomorphique, mais je pense que maintenant, c'est la pression des Five Eyes, donc autour des Américains. Je crois qu'en Europe, il y a la Hollande qui a adhéré aussi. Il y a quelques pays qui ont adhéré. Mais clairement, et je suis totalement d'accord. En fait, c'est complètement vain d'essayer de mettre des backdoors, parce qu'à partir du moment où il y a une porte dérobée, qu'on a affaibli un système de chiffrement, quelqu'un d'autre en fait va finir par le trouver. Et je pense que c'est extrêmement arrogant de penser qu'on est capable de créer une porte dérobée que personne ne finira par découvrir. Et de toute façon, quand bien même on ferait ça, quand bien même ça passerait dans la loi, enfin, les maths, ça reste les maths, quoi. Je veux dire, et aujourd'hui, les outils cryptographiques sont tellement accessibles, tellement simples d'utilisation comparé à avant, que n'importe qui peut faire sa propre application de messagerie chiffrée. N'allez pas penser que Daesh, ils utilisent WhatsApp, quoi. Enfin, ils ont leur propre truc. Donc, en fait, en réalité, c'est vain. Ce qu'on fait, c'est qu'on affaiblit la protection des individus qui, finalement, n'ont rien à se reprocher, et on n'enlève absolument pas la technologie à ceux qui, véritablement, ont un intérêt à s'en servir pour des raisons mauvaises. Et ça, c'est vraiment important, parce que la seule véritable façon d'éviter que, typiquement, les Five Eyes ou les Nine Eyes ou les, je ne sais pas quoi, quel consortium, en fait, décide de ne pas le faire, c'est de rendre ces technologies librement accessibles. C'est-à-dire d'avoir véritablement une politique open source. Parce qu'à partir du moment où n'importe qui peut s'en servir, on a beau interdire aux entreprises de l'intégrer, on ne pourra pas interdire aux gens de s'en servir eux-mêmes. Et la raison pour laquelle je parle un petit peu du futur des protocoles Internet, c'est qu'à partir du moment où ça devient fait au niveau protocole et pas au niveau commercial, ça devient inarrêtable.
Donc c'est évident en fait qu'on va dans ce sens-là. Et ce débat autour du chiffrement, on l'avait dans les années 80-90, les crypto wars avec les cypherpunks à l'époque. D'ailleurs, en passant cypherpunk, je vous invite à lire l'histoire des cypherpunks parce que c'est de là que viennent quasiment toutes les technologies de protection de la vie privée aujourd'hui. Même Satoshi Nakamoto était un cypherpunk. Bon. Tu sais qui c'est, toi? C'est celui qui a créé... Non, mais est-ce que tu sais sa vraie identité? Ah non, je ne connais pas son vrai nom. Non. Ça serait bien de savoir. Mais si même un ancien a des jeux, je ne le sais pas, c'est dommage. D'ailleurs, c'est peut-être pas un japonais. Donc, c'est sans doute pas un japonais, effectivement. Donc pour terminer en fait sur ça, je pense que c'est vraiment important de se dire qu'on a aujourd'hui des technologies qui permettraient de tout faire, chiffrer de bout en bout, de faire n'importe quel calcul de l'intelligence artificielle, que ça commence à marcher et que ça sera fait intégralement en open source. Et donc il ne faut pas en fait... il faut juste être un peu patient. Donnez-nous 5 à 10 ans pour que ce soit véritablement démocratisé. Et la vie privée, on n'en aura plus rien à faire, non pas parce que ce n'est pas important, mais parce que ça sera garanti par défaut pour tout le monde. Oui, je voudrais rajouter quelque chose parce que je pense que ce que tu dis est vraiment fondamental. Moi, ma grosse crainte, c'est qu'en cryptomomorphique, globalement, dans les mathématiques, la France, on est très très bien placé. Donc il y a des superbes écoles. M. Stern, par exemple, à Ulm, a généré une superbe école. La cryptomomorphique, c'est quelque chose de fondamental. Bon, moi, je connais assez bien Microsoft. Actuellement, par exemple, en cryptomomorphique, on a une superbe équipe à Saclay qui bosse de 30-40 personnes. Microsoft est en train de créer mondialement une équipe de 200 à 300 personnes. Et moi, ce que je ne voudrais pas, c'est que cette technologie-là, finalement, elle soit mise en œuvre dans Azure ou dans... Voilà. Parce qu'on a absolument besoin de ce que j'appelle une couche de tiers de confiance. C'est-à-dire qu'avec le Covid, quasiment toutes les entreprises sont basculées dans Teams. Parce que Teams, moi, je l'utilise, c'est un super outil. D'un point de vue utilisateur, c'est un super outil. Maintenant, vous êtes Microsoft. Et donc, ce que je dis, ce que je conseille, ce que j'essaie de convaincre, c'est de dire, OK, vous êtes Microsoft parce qu'au niveau des usages, c'est parfait. Mais au niveau de la sécurité, nous avons absolument besoin, au-dessus de Microsoft, d'une couche de tiers de confiance, donc maîtrisée nationalement, ou en tout cas européen, de confiance. Et la cryptomomorphique est cet élément fondamental. Donc, si on attend que Facebook, Google et autres développent leur fourni Amazon. Dans Amazon, vous aurez des couches de cryptomomorphique comme vous voudrez. Voilà, ça pose un énorme problème. Donc il faut à un moment donné qu'on réagisse. Et sur la cryptomomorphique, il faut que la France et l'Europe se positionnent comme leaders. Et n'attendent pas que Microsoft fournisse les services. C'est une bonne chose que j'ai monté une start-up là-dedans alors. En sachant que moi, je connais bien une autre start-up avec qui je travaille en cryptomomorphique. Et je pense on aura des solutions commerciales dans 1 an ou 2. Exactement. Ouais, c'est exactement Parce qu'il y a des avancées majeures, absolument majeures dans les algorithmes qui font qu'avec la puissance des processeurs actuellement, on fait de la cryptomomorphique quasiment en temps réel. Disons sur des flux de données, quoi. Alors qu'avant, c'était impensable. Voilà. C'est vrai que ça pose une question quand même pour tout le reste. On l'a bien vu avec les GAFA. Moi, je l'ai aussi pratiqué avec des technologies cyber où on est en face, encore une fois, si on veut chercher la souveraineté. Est-ce que encore on regarde tous les cœurs de réseau, c'est du Huawei, c'est du Cisco aujourd'hui. Donc aujourd'hui, quand bien même on peut avoir des startups, des gens très très intelligents, on en a combien? 5, 10? Demain, Microsoft va mettre 2000 personnes sur le sujet. Demain, le Huawei ou la Chine va mettre 200 personnes par jour sur ces sujets. Donc c'est là, on n'a pas cette forte force de frappe de dire, pour répondre à votre question, c'est un vrai sujet. Sur toutes les technologies sécu aujourd'hui, on regarde qu'est-ce qu'on a en Europe. Demain, on veut mettre un firewall. On n'a qu'un seul européen aujourd'hui. On veut mettre pareil aussi un IDS, un IPS. On fait de la visio pendant le confinement. On a Zoom au Teams ou au Google. Donc ma crainte, elle est là en fait. C'est pas qu'on n'ait pas des personnes. Au contraire, on produit de l'intelligence et c'est chez nous. C'est un petit peu comme l'intelligence artificielle. Mais c'est pour ça qu'il faut banquer sur l'open source parce qu'en fait, l'open source n'a pas de nationalité. Attention, l'open source, c'est pas le Graal, parce que là, je n'ai pas parlé, mais dans l'étude qui a été faite par un laboratoire américain sur les fintech, quel est le gros problème? C'est qu'ils utilisent énormément d'open source. Mais dans l'open source, le problème, c'est que si personne ne scanne en détail, vous avez plein de failles logicielles du XS.
c'est plein de failles logicielles, l'open source, parce que personne ne regarde. Hein. Regardez OpenSSL. Il y avait une faille logicielle qui a duré 10 ans d'OpenSSL. Il n'y en a pas plus que dans les propriétaires. Non, mais je veux dire, il n'y en a pas plus, mais ce n'est pas le Graal. Il ne faut pas considérer que parce que c'est open source, il y a de la sécurité. Il n'y a aucune sécurité dans l'open source. Le vrai travail, c'est c'est vous assembler de l'open source, c'est de travailler derrière avec les méthodes qui existent pour faire un logiciel sans faille de sécurité. Et ce que je constate, c'est que les gens qui vont chercher de l'open source, en fait, ils amènent plein de failles. Comme c'est open source, ils pensent que c'est sécurisé. Non, il y a autant de failles dans l'open source que dans le logiciel propriétaire. Malheureusement, il y en a aussi. Voilà, quand vous regardez Microsoft, bon, ils luttent en permanence contre les failles, mais dans l'open source, il y en a autant. On a quand même un principe de base. Qui corrige les failles dans l'open source? Personne. Ah bah si. Non. Je suis pas d'accord. Ça coûte de l'argent. Hein. Dans les projets, bah oui, mais aujourd'hui, il y a quand même des entreprises qui investissent massivement dans l'open source. Et les contributeurs qui s'en servent participent aussi. Enfin, ce qu'on voit, c'est qu'il y a ce changement. Il y a 10 ans, j'étais d'accord. Il y a 10 ans, l'open source, c'était la version cheap du soft propriétaire. Mais là, c'est en train de changer. On le voit par exemple avec les bases de données. On le voit d'ailleurs en passant OpenSSL, d'accord, il y avait une faille, mais au final, c'est quand même plutôt pas mal fait par rapport en fait à ce qu'on pourrait imaginer avec du soft propriétaire dont on ne sait même pas le niveau de robustesse parce qu'on ne peut pas en fait le scanner. Je veux dire, il y a quand même le principe de Kirchhoff qui existe depuis 200 ans, c'est qu'on ne peut pas avoir de sécurité par obscurité. C'est pour ça qu'en fait l'open source pour moi c'est même pas un débat, c'est qu'on est obligé de publier et d'open sourcer du code qui est censé être sécurisé justement pour que les gens essayent de l'attaquer. Et c'est un petit peu une preuve par l'absurde. C'est à force d'essayer d'attaquer du code open source et de ne pas y arriver qu'on peut en avoir confiance. Alors que du soft propriétaire, on ne sait pas s'il y a un espion, quelqu'un dans l'entreprise qui a eu un pot de vin. Il y a tellement d'attaques en fait dans les entreprises où on n'a aucun moyen de vérifier que c'est bon par rapport à l'open source. On a une preuve du concept depuis 10 ans avec Bitcoin. Non, je suis d'accord avec toi, mais le problème c'est que l'open source par certaines entreprises est vu comme une alimentation gratuite de code. Ça permet d'aller très vite. Hein. Quand vous regardez dans GitHub, il y a tout. Mais malheureusement, les gens, à un moment donné, ils sont poussés par les financiers et il faut sortir des produits tout de suite. Et ben, ce qu'il faut, c'est que les gens financent les projets open source au même titre qu'ils financent des fondations, qu'ils financent des startups. Enfin, je veux dire, moi, par exemple, il y a un truc que je ne comprends pas. On dit Zoom, on veut une alternative européenne. Très bien. Alors, le problème, en fait, c'est déjà, il faut être capable de créer quelque chose de la qualité de Zoom ou de Teams. Hein. C'est pas évident. Hein. Franchement, d'un point de vue engineering, c'est vraiment pas évident. Ça marche bien. Zoom, ça marche bien. Faut arrêter de... Voilà, ça marche bien. Par contre, il y a des projets open source comme Jitsi, mais il manque de financement. Il faut leur donner 100 millions. Mais dans ce cas-là, si vraiment on parle de souveraineté, il faut arrêter de penser qu'on va créer un compétiteur de Zoom privé, mais on peut donner 100 millions à un projet open source, où là, du coup, il y aura des gens qui pourront être payés, des contributeurs, et on arrivera peut-être au niveau d'un Zoom. Mais personne finance l'open source publiquement, par exemple. Alors là-dessus, moi je commence à travailler avec des financiers justement qui ont cette vision, qui se disent finalement en Europe, il y a de l'argent quand même, hein, il y a des fonds d'investissement qui ont beaucoup d'argent. Est-ce qu'on ne pourrait pas créer un écosystème de confiance où finalement sur un certain nombre de choses, c'est un peu le constat de Zoom et autres, hein, de manque d'outils finalement européens dans ce travail collaboratif. Est-ce qu'on ne peut pas créer un écosystème un peu à la mode Gaia-X, un peu comme le cloud européen, pour finalement, à partir de l'open source où il y a énormément de choses, de créer finalement, de mettre de la sécurité dans l'open source, dans Jitsi par exemple, etc., pour faire les mêmes fonctionnalités que leurs concurrents GAFAM. Parce qu'effectivement, Jitsi c'est très bien, mais si vous comparez avec Zoom, quand vous commencez à être 50 ou 100 autour de la table, Zoom il continue à fonctionner, Jitsi il a du mal à fonctionner. Voilà. Et je pense que là, il faut que c'est à nous, professionnels ou retraités actifs, de convaincre des investisseurs que la souveraineté, ça se gagne, ça ne se décrète pas, ça se gagne en travaillant, en étant intelligent. Voilà. Je rajoutais un petit truc sur la question de souveraineté, parce que je pense que c'est un débat intéressant. On n'arrête pas de nous dire que la souveraineté, c'est de recréer les services et les produits à l'étranger et de faire une version européenne. Mais en fait, le Premier ministre a dit quelque chose d'intéressant l'autre jour. Il a dit la souveraineté, c'est d'empêcher aux gens à l'extérieur d'accéder à nos données qui sont notre patrimoine. Donc, c'était en cadre du LDATA Hub, il disait ça. Très bien, mais donc dans ce cas-là, de créer un cloud européen
n'est pas la solution à la souveraineté. La souveraineté, c'est d'empêcher que les GAFA accèdent aux données qu'on mettrait chez eux déjà en premier lieu. Et ça, c'est le chiffrement, c'est tout l'intérêt. Et donc je pense qu'en fait, dans le débat de dire le chiffrement, c'est pas bien parce que pédophile, terroriste, ok, mais en attendant, ça n'a pas été prouvé que ça aide non plus, et de dire la souveraineté, c'est d'interdire l'accès illégitime à nos données, en fait, en réalité, on voit bien que le chiffrement est nécessaire. Et donc c'est pour ça que je trouve ça un peu... Enfin, je trouve ça ridicule que les Five Eyes, ou si on met la France dedans, les Nine Eyes, quoi... Elle n'est pas dedans. Elle n'est pas dedans, mais il y a quand même les Nine Eyes. Donc ils existent dans un consortium. Je ne sais pas. Mais c'est ridicule en fait. On peut pas demander les deux choses à la fois. Donc soit on accepte que le chiffrement c'est nécessaire et on en met partout et on investit sur le chiffrement homomorphe, sur ces technologies de pointe où on s'assure que justement il n'y ait pas de backdoor américain à l'intérieur parce que ça serait quand même ballot quoi. Ou alors on prend le risque en fait de ne jamais rattraper le retard qu'on a sur les Américains, parce qu'on n'arrivera pas à rattraper le retard, on ne fera pas un AWS, on n'a pas les moyens. Point. Mais c'est un bon point. Alors, malheureusement, pour conclure, parce qu'on a eu une table ronde très passionnante et on n'a pas réussi à aborder tous les sujets, parce qu'on a eu un débat très intéressant, je pense, finalement, sur tous ces sujets d'open source qu'on ne pensait pas forcément, mais je pense que c'est important. Moi, peut-être pour conclure et pour laisser ensuite la place aux autres tables rondes, déjà j'invite tous ceux qui sont dans la salle et qui nous suivent en streaming, bien sûr, à vous suivre tous avec vos comptes Twitter pour apprendre un peu plus de ce que vous faites et de toutes les choses que vous faites, parce qu'on a quand même 3 experts très différents mais très complémentaires, et ce qu'on voulait aussi faire, c'était aussi inviter la plupart des gens qui sont dans cette salle, que ce soit des entrepreneurs, des investisseurs ou même des corporates, de s'intéresser au sujet cyber, de le traiter vraiment tout en haut de la pile, de le remonter en haut de la pile, je pense que c'est vraiment critique, d'investir beaucoup d'argent dedans, parce que voilà, c'est impératif, on l'a vu que ce soit en direct ou en indirect, il faut y consacrer beaucoup d'argent. Et la cyber, c'est à la fois une force, mais c'est aussi une faiblesse pour la FinTech, et donc ça va probablement être un des facteurs clés de succès ou d'échec pour la FinTech sur les 5 ou 10 prochaines années. Donc investissez en cyber, embaucher des Chief Cyber Security Officers, des RSSI, tout ce que vous voulez, mais c'est important. Et d'investir dans des entreprises, bien sûr, comme Zama. Et voilà. Donc c'était peut-être le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les 3. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Merci. Et encore une fois, à très bientôt pour la suite cyber. Merci. À bientôt.